Et je vais partager mon écran. Bon après-midi tout le monde. On a eu une grosse annonce aujourd'hui du ministre de l'Éducation. Alors, au départ, les médias sociaux ont indiqué que les écoles étaient fermées. Et là, il y a beaucoup de commentaires qui ont été mis sur Twitter. Et il y a eu une correction ensuite des médias pour dire que les écoles étaient ouvertes jusqu'à la fin de l'année. C'est juste que les écoles physiquement, n'étaient pas pour être ouvertes. Alors, je sais que vous êtes inondés. Vous allez être inondés, sinon, de courriels de parents avec pour des éclaircissements et puis pour savoir quand est-ce qu'ils peuvent aller chercher leurs choses. Alors, on sait que vous êtes très occupés et on apprécie le fait que vous soyez ici pour participer à ce deuxième webinaire d'une série de 3 pour cette année sur le TSA. Alors, je souhaite la bienvenue à tout le monde de la DFO et aussi des autres associations qui, des fois, se joignent à nous pour suivre le webinaire en français. Alors, bienvenue à nos collègues du CPCO et de OPC. Et puis, je vous rappelle que vous ne pouvez pas ni parler ni être vu. Alors, si vous avez des questions ou des commentaires à faire, vous vous servez de la boîte du courriel ou du clavardage, pardon, du clavardage, et c'est peut-être écrit chat là, sur votre bulle. Je vous rappelle aussi que vous allez recevoir la présentation après la formation. Alors, on va vous envoyer ça demain. Et celle-ci, le webinaire d'aujourd'hui, rappelez-vous que tous nos webinaires sont enregistrés et sont disponibles sur la chaîne YouTube de la DFO. Je vais noter aussi que le terme, quand on dit direction d'école, c'est certain, ça englobe la direction et la direction adjointe. Alors, votre équipe d'animation pour aujourd'hui, Pierre Campeau, moi-même, qui est responsable des services d'apprentissage pour la DFO, José Landriot, qui est une directrice d'école pour le Conseil scolaire Viamonde et qui est aussi membre du comité organisateur pour le projet TSA. Finalement, le docteur Stéphane Beaune, c'est la personne qui a présenté le premier webinaire de la série. Alors, si vous étiez là au premier webinaire, vous connaissez Stéphane. Stéphane est un expert dans les troubles du spectre autistique et les problèmes d'autorégulation. Malheureusement, Dr. Beaune ne peut pas se joindre à nous en personne aujourd'hui. Toutefois, il a enregistré ses commentaires pour les diapos qu'il devait présenter cet après-midi. De plus, pendant les webinaires, c'est souvent lui qui répond aux questions des participants. Malheureusement, parce qu'il n'est pas là aujourd'hui, il ne pourra pas le faire. Donc, nous avons convenu que si vous avez des questions pendant le webinaire, on vous encourage et on vous demande de les mettre dans la boîte de clavardage. Et ces questions-là pourront informer notre travail pour les webinaires de l'année 2 du projet. Alors, il y a 3 webinaires cette année, puis il va y en avoir 3 autres probablement l'année prochaine. Et il va aussi y avoir une année 3 si le projet est renouvelé par le ministère. Donc, s'il vous plaît, écrivez vos questions, mais ce n'est pas 100% garanti qu'on va être capable de répondre à celle-ci aujourd'hui. De 1, parce qu'on n'a peut-être pas la même expertise que Dr. Beaune, mais de 2, parce que le webinaire prend presque toute l'heure aujourd'hui. On ne veut pas que ça s'étende. Alors, dans le premier webinaire, nous avons défini les troubles du spectre autistique et nous avons traité de leur prévalence, du degré de gravité et des approches en matière de leadership. Dans ce webinaire, nous allons vous donner une description sommative de la NPP 140 qui a pour objet l'application des méthodes d'analyse comportementale appliquées, qu'on va nommer ACA à partir de maintenant, dans les programmes destinés aux élèves atteints du TSA. Et on va voir comment les administrateurs, donc vous, pouvez aider votre personnel scolaire à mettre le tout en œuvre au moyen d'une approche collaborative qui consiste à réunir le personnel scolaire et les familles pour améliorer la communication et la collaboration.
Je tiens à souligner que les terres sur lesquelles nous sommes rassemblés font partie d'un territoire traditionnel de plusieurs peuples autochtones en Ontario. Plusieurs de ces terres ont été désignées dans des traités, tandis que d'autres sont toujours non cédées. Les associations de direction sont reconnaissantes de pouvoir y travailler et y apprendre dans un esprit de partage et de communauté. Alors, dans la planification de tous les webinaires qu'on offre à nos cotisants, on se base sur les pratiques du leadership qui se retrouvent dans le cadre de leadership de l'Ontario. Et puis, je suis désolée, là, la photo qu'il y a là, c'est la version anglaise. Là, on a eu un petit pépin, alors désolé pour ça, on va la corriger certainement pour le 3e webinaire. Alors, on va vous demander de répondre à quelques questions. Un instant. Alors, si vous pourriez répondre, s'il vous plaît, à ces petites questions-là pour avoir une petite idée de avec qui on a avec nous autres aujourd'hui. Alors, je vous donne quelques secondes pour répondre aux questions. Puis, il y en a 3 ou 4, là, alors vous avez juste à descendre pour répondre à toutes les questions. Encore 2-3 secondes. Quelques personnes encore qui n'ont pas répondu. Excellent. Alors, on va terminer ça. Alors, si on regarde, José, je ne sais pas si tu peux voir, on va partager les résultats. Alors, on a un bon mix là, de gens de l'élémentaire, du secondaire, quelques personnes qui travaillent de la maternelle à la 12e. On a des gens de 3 régions, de l'Est, du Sud et du Nord-Est. On a des directions adjointes, des directions de service. Et on a la majorité de nos membres, les gens qui sont là aujourd'hui, ont de 2 à 5 ans d'expérience dans le poste actuel. Et aussi un bon mélange là, de gens qui n'ont aucune préoccupation, qui ont une préoccupation grandissante et une préoccupation importante. Excellent. OK, alors je vais arrêter ça. Donnez-moi un instant pour repartager mon écran. Ça s'en vient, ça s'en vient. Alors, on a un diagramme ici, un Wordle ici qu'on a, malheureusement est en anglais, mais c'est un excellent Wordle qui démontre un petit peu, là, quand on parle de l'acceptation des élèves, des gens qui ont le TSA, avec des différents commentaires, fait que vous pouvez lire. Je veux juste préciser un petit point, c'est que par rapport à comment est-ce qu'on dit ça, est-ce que c'est des personnes autistes ou des personnes atteintes d'autisme? Alors, quand on regarde la recherche, on tend actuellement à utiliser le terme « une personne autiste ». Toutefois, on a besoin de reconnaître et de respecter la façon dont les parents désignent l'enfant ou même la façon dont l'enfant se désigne lui-même. Et finalement, dans un contexte d'enseignement et de langage inclusif, nous, on préfère parler d'élèves atteints d'autisme. Le webinaire d'aujourd'hui vise à vous expliquer brièvement la NPP 140, vous donner une idée générale de l'ACA et vous inspirer la confiance nécessaire pour diriger vos équipes de manière que les élèves atteints de TSA aient accès à de bons programmes. Vous avez déjà les compétences et les outils, mais nous voulons seulement vous orienter pour assurer une meilleure collaboration avec le personnel scolaire, les parents et les organismes externes afin d'offrir aux élèves atteints de TSA les meilleurs programmes
possible. La NPP 140 a été publiée par le ministère de l'Éducation en mai 2007. Cette note avait pour but d'aider les conseils scolaires à utiliser l'ACA en tant qu'approche pédagogique efficace dans l'enseignement aux nombreux élèves atteints du TSA. La NPP s'est révélée très utile dans le soutien des élèves atteints du TSA. Elle fournit un encadrement émanant de professionnels quant aux pratiques exemplaires à suivre avec cette clientèle scolaire. De plus, elle facilite l'établissement d'une communication cohérente entre les familles, les professionnels et les conseils scolaires. Alors, les principes qui sous-tendent l'élaboration de programmes avec l'ACA s'appliquent aux élèves atteints de TSA. Pour y adhérer, il faut faire preuve d'une bonne capacité d'acquisition, de consolidation, de maintien et de généralisation des compétences dont les enseignants, les aides enseignants et les autres professionnels des conseils scolaires doivent posséder. La recherche démontre que plusieurs grands domaines de compétences sont nécessaires pour que le personnel scolaire réponde adéquatement aux besoins des élèves atteints de TSA. Les chercheurs recommandent le recours à des pratiques de formation fondées sur des données probantes pour couvrir ces domaines de compétences. Cette approche s'appuie sur l'établissement d'objectifs comportementaux, la sélection et l'adoption de mesures valides et fiables, un suivi régulier et le recours rigoureux à des procédures choisies en fonction des principes comportementaux. Les méthodes d'ACA peuvent aider les élèves à 1. Développer des comportements positifs, 2. Acquérir de nouvelles habiletés et finalement 3. Transférer une réaction positive ou un comportement positif d'une situation à une autre. Alors, que savons-nous de l'ACA? Alors, nous savons qu'indépendamment de leur bagage génétique, les enfants peuvent apprendre. Ce qui importe le plus dans l'enseignement, c'est l'environnement actuel de l'élève, c'est-à-dire ce qui l'entoure dans le moment présent. Le recours aux principes, nous pouvons optimiser l'enseignement et les procédures fondées sur l'ACA. Donc, l'ACA peut être utilisée pour à peu près n'importe quel type de problème. Donc, ce qui est important, c'est que ce webinaire traite beaucoup primordialement sur les élèves autistes, mais ces approches peuvent également être utilisées avec d'autres élèves. Les interventions qui sont fondées sur l'ACA sont potentiellement plus personnelles que celles fondées sur les autres approches. Elles peuvent être adaptées en fonction des besoins de chaque élève. L'établissement des objectifs comportementaux rigoureux, mesurables et observables facilite la mesure du progrès et permet aux équipes d'axer ses efforts sur les pratiques exemplaires et les progrès. Puisque chacun modifie constamment son comportement, les interventions comportementales peuvent aisément s'appliquer à tous les élèves. Alors, pour recueillir des données pertinentes, vous devez avoir recours à une méthode de collecte de données efficace, telle qu'un tableau ACC, dont vous voyez l'image, antécédent, comportement, conséquences, pour déterminer les types de comportements et les facteurs qui peuvent servir à prédire les comportements inquiétants. Alors, l'antécédent, ce qui précède le comportement. Comportement, la façon dont l'élève agit. Conséquence, ce qui se produit immédiatement après ou en conséquence du comportement. La méthode ACC facilite la réflexion sur ce qui se produit et l'observation du comportement dans le contexte de l'événement global et non de l'action spécifique. Il importe de comprendre que selon l'analyse fondée sur cette méthode, le comportement C est en fonction de ses conséquences C
et de ses antécédents A. L'évaluation du comportement consiste, 1, à définir le comportement visé, dégager les relations fonctionnelles entre le comportement visé et ses antécédents et conséquences. Et 3, planifier une intervention efficace afin de modifier le comportement visé. Une chose qui est importante lorsqu'on parle de l'analyse comportementale appliquée, c'est la collecte de données. Je pense comme leader, comme direction d'école, quand vous faites une rencontre justement pour entamer le processus des observations, il faut tout le temps faire une distinction entre ce qu'on appelle les données de base. Les données de base, lorsque vous parlez, lorsque vous discutez avec les éducateurs ou les professionnels, soit en comportement, c'est d'aller d'aller prendre un portrait de l'enfant sans intervention, autant au niveau des stratégies que de la présence d'un adulte. Les données de base, pour moi, c'est ce qui nous permet par la suite de vraiment cibler quelle va être la deuxième étape. Ça va être de vraiment identifier la problématique. Alors, quand on parle de données en cours, c'est souvent ce qu'on appelle l'observation continue. C'est une fois qu'on a trouvé, on va identifier la problématique. Alors, vous pouvez poser ces questions-là. C'est quoi la problématique par rapport à ce qu'ils ont observé? Est-ce que c'est par rapport à une situation particulière, un contexte, d'autres enfants, un adulte, la matière à l'école, pour après ça pouvoir ce qu'on appelle ordonner ces problèmes selon une hiérarchie. Il faut prioriser parce que les données de base, on a un portrait global, mais dans les données en cours, c'est aussi de prioriser ce qui va être important parce que si on cible le bon comportement, souvent, avec les interventions par la suite, ça va nous permettre d'avoir du succès. Et là, une fois que vous, comme membre de l'équipe, comme leader, bien, vous pouvez poser une question super importante aux membres de l'équipe. C'est quoi leur hypothèse? Qu'est-ce qu'ils veulent aller trouver? Souvent, au niveau comportemental, on va aller trouver c'est quoi la fonction. Pourquoi un enfant pose tel geste? On veut voir c'est quoi l'antécédent, ceci. Qu'est-ce qui se passe juste avant? On va aller trouver ces informations-là. Et aussi, ce qui est important, souvent, ce que les observateurs oublient, c'est la capacité de centrer l'observation sur des besoins spécifiques. Alors, si c'est par exemple frapper, mais on sait qu'on veut diminuer ce comportement agressif vers l'enfant, alors toutes nos observations vont être centrées sur soit la fréquence, la durée, c'est qui se fait frapper, dans quel contexte et suite à quelle tâche, peu importe. Et par la suite, il va y avoir vraiment l'analyse des données. Alors, quand on parle, une fois les données recueillies, quelles sont les prochaines étapes, c'est d'analyser. Alors, c'est d'aller trouver soit la fréquence, soit la durée. Ça peut être aussi de voir comparativement le matin versus l'après-midi sur un laps de temps. Et c'est aussi de pouvoir faire de l'interprétation des résultats que les observateurs ont obtenus pour justement aller soit prouver l'hypothèse que vous aviez au départ ou vraiment réfuter. Désolé, petit problème technique. Ce que les observateurs oublient, c'est la capacité de centrer l'observation sur des besoins spécifiques. Alors, si c'est par exemple frapper, mais on sait qu'on veut diminuer. Encore une fois, désolé, je ne suis pas allé assez loin. Désolé. Soit la fréquence, la durée, c'est qui se fait frapper, dans quel contexte et suite à quelle tâche, peu importe. Et par la suite, il va y avoir vraiment l'analyse des données. Alors, quand on parle, une fois les données recueillies, quelles sont les prochaines étapes, c'est d'analyser. Alors, c'est d'aller trouver soit la fréquence, soit la durée.
Ça peut être aussi de voir comparativement le matin versus l'après-midi sur un laps de temps. Et c'est aussi de pouvoir faire de l'interprétation des résultats que les observateurs ont obtenus pour justement aller soit prouver l'hypothèse que vous aviez au départ ou vraiment réfuter, puis il faut retourner soit observer ou on peut commencer à entamer, ça va être quoi les objectifs pour les interventions. Je pense qu'il est important pour vous, comme direction d'école, de poser ces questions-là, parce qu'on parle tout le temps d'observation, mais tu peux aller regarder dans une salle de classe, tu peux voir, mais quand tu fais de l'observation à partir de l'ACA, c'est surtout aussi pour aller trouver les fonctions, pour aller voir qu'est-ce qui se passe juste avant, pour essayer de trouver ce qu'on appelle des comportements de remplacement ou des comportements alternatifs, ou enseigner des compétences à l'élève, parce que les observations nous démontrent que dans ce contexte-là, c'est problématique. Alors, n'ayez pas peur de demander c'est quoi les données de base et aussi de s'assurer que quand les gens vont mettre des choses en place, que vous avez, vous, comme direction, des données en cours, ce qu'on appelle des observations continues, pour s'assurer que ça marche, pour s'assurer qu'il y a du changement et surtout pour s'assurer qu'ils ont ciblé les bons objectifs. Sinon, vous allez observer de façon récurrente et il n'y aura pas de changement dans les comportements. Alors, des questions à se poser telles que Stéphane a parlé dans l'enregistrement. Alors, en tant que directeur d'école, vous êtes aux commandes et c'est vous qui devez guider votre équipe. Alors, voici des questions à poser lorsque vous accompagnez un élève atteint de TSA ou pour guider votre équipe. Alors, quel est le comportement? Alors, on appelle un comportement un acte ou une action que l'élève manifeste. Cet acte peut être perçu, il est tangible et il ne s'agit pas d'un sentiment, d'une émotion, d'une attitude, d'un état d'esprit ni d'une disposition. Le comportement est observable. Alors, quelle est sa fonction? On appelle comportement visé les actions de l'élève qui sont perçues comme étant dérangeantes, perturbatrices ou problématiques. Les comportements remplissent 4 fonctions courantes: fuite ou évitement, des demandes et activités, accès à des choses tangibles ou à des activités préférées, attention et sensorialité, recherche ou évitement de stimuli sensoriels. Le comportement est-il inhabituel? Par exemple, le comportement serait-il remarqué? Attirerait-il l'attention des autres? Serait-il considéré comme étrange ou dérangeant dans la collectivité ou dans le cadre scolaire en général? Alors, voici un résumé des approches pédagogiques. Alors, il y a l'aménagement des salles de classe, renforcement, analyse des tâches, utilisation et élimination des messages guides, modelage et préparation. Alors, le renforcement et les messages guides seront abordés dans les diapositives suivantes. Par exemple, le renforcement. On appelle le renforcement le processus selon lequel une réponse donnée à un comportement, autrement dit une conséquence, maintient celui-ci ou encourage l'élève à le reproduire. Plus on renforce un comportement, plus il se manifestera qu'il soit positif ou négatif. Alors, pourquoi utiliser le renforcement? L'efficacité du renforcement doit être immédiate, éventuelle, fréquente, variée et accompagnée de compliments. Alors, prenez quelques instants pour réfléchir à ceci. Comment aidez-vous le personnel scolaire à adopter l'ACA? Et comment savez-vous que l'ACA a été intégré dans votre milieu scolaire? Alors, vous n'avez pas, c'est juste quelques secondes de réflexion pour vous. Vous n'avez pas besoin nécessairement de répondre. C'est juste pour commencer à vous poser des questions. Alors, l'utilisation et l'élimination des messages guides. Alors, les messages guides, ce sont des indices ou des aides pour encourager l'élève à donner une réponse souhaitée.
Le message guide devrait être graduellement éliminé pour laisser place à la réaction naturelle. Donc, le plus longtemps qu'on utilise des messages guides, le plus que l'élève devient dépendant de les messages et puis sont plus difficiles à enlever. Alors, les messages guides peuvent être classés de plus perturbateurs à moins perturbateurs. Il faut faire attention à la dépendance et comment faire pour la prévenir. Elle s'installe lorsque trop de messages guides sont utilisés ou ils ne sont pas éliminés assez rapidement. Et les messages guides verbaux sont parmi les plus difficiles à éliminer. Donc, les messages guides peuvent être des pictogrammes, images, horaires, ça peut être du modelage, des gestes, positions, indices visuels ou verbal. Donc, l'analyse, de nombreux conseils scolaires ont la capacité de recourir à l'analyse comportementale appliquée. L'analyse comportementale forme la science du comportement. L'analyse comportementale concerne presque exclusivement les comportements acquis et demande beaucoup de travail pour que les améliorations dans le comportement se généralisent à l'ensemble des cadres significatifs dans la vie de l'élève. L'aspect analyse renvoie à la recherche des variables qui déclenchent un comportement et de celles qui le maintiennent. Distinctive. Vous devez prêter une grande attention et déterminer quand et comment les comportements sont renforcés par les gens qui entourent la personne et décomposer les comportements complexes en parties fonctionnelles. Une analyse réussie devrait permettre d'induire un comportement complexe par la combinaison de ces parties. Une des choses aussi qui est importante au niveau de l'intervention maintenant, c'est qu'on réalise que pour travailler avec un enfant autiste et sa famille, il faut trouver une approche qui est avec une vision commune pour tout le monde. Alors, on voit au niveau de l'évolution, que ce soit en autisme ou même dans d'autres situations, dans d'autres contextes, que ce soit au niveau des difficultés d'apprentissage ou des problèmes de santé mentale, on a vécu pendant longtemps le modèle expert et souvent ce qui se passe présentement, on le voit encore là, quand on veut offrir des services. Même des fois, le ministère, il joue encore sur cette carte-là d'avoir des évaluations. Alors, cette discipline d'expertise qui fait qu'il faut absolument attendre une évaluation d'un professionnel avant d'entamer des procédures pour trouver le meilleur service pour un enfant ou le meilleur placement, ça complique les choses. Ce qui a été vu par la suite, et on l'a vu dans le monde scolaire, quand j'ai commencé il y a plusieurs années, il y avait ce qu'on appelait le multidisciplinaire. Alors, en milieu scolaire, tu avais des leaders dans des matières, tu avais les conseillers pédagogiques, tu avais des éducateurs, tu avais tous ces gens-là qui travaillaient ensemble pour essayer de trouver des solutions, trouver un mode de fonctionnement. Sauf que ce qui arrive, c'est que c'est souvent pas axé sur la résolution de problèmes, mais c'est surtout d'avoir des opinions d'experts. Alors, tout le monde sont alentour de la table et tu as la direction d'école qui est là, qui joue un rôle de premier plan et qui va écouter tout le monde. Mais en bout de ligne, souvent, on se retrouve avec un besoin d'un plan d'intervention. Et souvent, dans ce cas-là, avec le multidisciplinaire, les parents, malheureusement, ne sont pas impliqués et l'élève non plus. Alors, c'est vraiment d'essayer de trouver des explications un peu théoriques à ce qu'on voit, ce qu'on observe, ce qu'on veut mettre en place. Quand on rentre dans l'interdisciplinaire, où ce qu'on voit vraiment présentement, c'est une tendance super importante, c'est en plus d'aller chercher différentes disciplines, c'est aussi d'intégrer des différentes méthodologies. Alors, soit des méthodologies au niveau de l'éducation, soit au niveau de la psychologie, soit au niveau de d'autres disciplines. C'est vraiment d'essayer de trouver une synthèse des approches. Alors, quand on parle d'ACA, on est parti
de la BA pure, de la CA pure, par exemple, la première génération en Ontario qui était avec le modèle LOVAS. Alors, ce modèle-là qui était essai distinct, ça avait beaucoup du 1 à 1, c'était dans un contexte clinique et il y avait une expertise qui était là. Alors, ces gens-là, quand ils faisaient la transition, soit pour la connexion, quand on faisait la transition de l'enfantisme en milieu scolaire, tu avais ces équipes cliniques-là qui arrivent à la table avec les parents pour entendre un peu ce qui a été fait, ce qui est travaillé. Et tu as le monde scolaire qui est là, tu as la direction qui est là, et tu as aussi soit l'enseignante et les gens qui sont responsables. Sauf que dans cette façon, dans cette approche-là, il y a vraiment plus un travail qui est fait sur trouver une vision commune, d'avoir une vraie définition de ce qui reste à travailler. C'est quoi les barrières qu'on doit traverser, parce que souvent la transition, elle n'est pas aussi simple qu'on veut, surtout avec les enfants autistes, et qui va jouer quel rôle à quel moment. Alors, quand ils ont fait Connexion, c'était un modèle très interdisciplinaire où il y avait une expertise du monde médical et par la suite, tu avais le monde de l'éducation qui accueillait l'enfant et entre les deux, tu avais des intervenants qui s'assuraient de mettre en place un plan d'intervention. Ce qui est important dans l'approche interdisciplinaire, comparativement au multidisciplinaire, c'est qu'il y a une coopération qui est renforcée entre les différents participants. Alors, tout professionnel qui travaille dans le modèle interdisciplinaire a un rôle spécifique et le but, c'est de vraiment aller chercher les informations selon leur expertise et de ramener ça au groupe et par la suite, avec les parents, et l'enfant au centre, c'est de développer une programmation, un plan d'intervention avec un échéancier pour justement bien mettre en place des stratégies. Dans un monde idéal, c'est sûr que on vise ce qu'on appelle le modèle transdisciplinaire, c'est de créer une unité de cadre intellectuel au-delà des cadres disciplinaires, qui veut dire c'est aussi d'avoir l'importance d'avoir les gens qui prennent des décisions. C'est d'impliquer aussi ces gens-là. Alors, dans un milieu scolaire, on peut parler autant du directeur de l'éducation que des surintendants, que des directeurs de programme. C'est vraiment de créer une équipe qui va répondre aux besoins des enfants. Alors, il y a des rencontres qui sont prévues, il y a des études de cas qui sont faites, et par la suite, c'est de vraiment sortir en psycho, voici ce qu'on ferait par rapport à l'ACA. Au niveau éducatif, voici ce qu'on ferait. C'est sortir de ça, mais beaucoup plus de regarder les gens d'amener des nouvelles connaissances pour essayer d'expliquer ce que l'enfant vit dans le milieu scolaire. Alors, c'est un modèle un peu qui a pris des concepts dans le multidisciplinaire et l'interdisciplinaire pour en faire un modèle encore plus serré, mais un modèle aussi qui répond davantage aussi au leadership des gens qui prennent des décisions. Parce que souvent, au niveau des placements, que ce soit par rapport à une section 23 ou que ce soit par rapport à un placement dans une classe spécialisée, les gens qui prennent des décisions ont besoin de participer, ont besoin de comprendre, ont besoin aussi de prendre des décisions et pas juste tout le temps se baser sur de l'évaluation. Alors, comme direction d'école, je vous invite à réfléchir à ces modèles lors de vos prochaines rencontres avec l'équipe de soutien de votre école. Alors, on parle de services et de collaboration. Donc, José. Quand on parle de services concertés, c'est d'assurer vraiment une transition en douceur entre le programme d'intervention en autisme et les programmes du milieu scolaire. Alors, il y a eu une belle évolution depuis le début. Alors, c'est le but derrière ce partenariat entre le ministère des services à l'enfance et de la jeunesse à l'époque et le ministère de l'Éducation, c'était de vraiment trouver, et les régions, tous les services qui étaient pour l'autisme, c'était de trouver un service, une façon de fonctionner pour améliorer les résultats
des enfants autistiques et surtout d'assurer une transition en douceur du programme d'intervention intensif vers l'école. Alors, si vous regardez à travers l'histoire, au départ, c'était soit les interventions étaient faites à la maison ou dans une clinique. Et par la suite, il y a eu des ententes en divers conseils scolaires où l'ACA, l'intervention intensive, l'ICI était fait en milieu scolaire pour essayer de créer justement des compétences et de travailler en équipe à l'intérieur. C'était aussi pour améliorer le soutien des élèves pour la généralisation, pour de pouvoir passer d'une intervention qui est très comportementale à aussi mettre l'emphase sur les pratiques pédagogiques. Parce que les gens doivent comprendre que quand on parle d'ACA, il y a tout le volet technique. Alors, ce que vous apprenez depuis des années, tous les éducateurs que vous envoyez avec Geneva par rapport à comprendre le renforcement, c'est quoi le façonnement et tous ces termes-là en pratique. Mais il y a aussi toute la pédagogie qui est axée sur l'ACA aussi, qui permet de bien prendre en charge les enfants. Alors, tu as l'instruction directe, par exemple, ou ceux qui ont des programmes de lecture, tu as les comportements pivots. Alors, tu as plein de programmes pédagogiques axés sur l'ACA qui peut vraiment répondre aux besoins, pas juste des enfants autistes, mais de plusieurs enfants. Et aussi, tu as tout ce qu'on appelle l'enseignement explicite où on va décortiquer les tâches et tout. Alors ça, l'enfant autiste répond super bien à ça, mais les enfants qui ont des troubles d'apprentissage, les enfants qui ont des troubles d'attention et d'hyperactivité ont aussi répondent super bien à ces approches-là. Alors, je pense qu'il faut faire la distinction entre ce qui est technique, ce que les éducateurs apprennent, et ce qui est important d'accompagner les enseignants. Alors, moi, je le dis tout le temps, ça fait des années que je fais du coaching dans les différents conseils. Il faut accompagner les enseignants en classe ordinaire pour leur permettre de maîtriser certaines méthodes pédagogiques qui prennent en ligne de compte les comportements, mais aussi les compétences de l'enfant. Alors, j'ai trouvé cette belle citation d'Elaine Hall. Vous la connaissez dès le début. On dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Elle dit, pour ma part, je pense qu'il faut mettre un enfant atteint d'autisme ou ayant des besoins particuliers pour conscientiser le village. Alors, quand on parle de services concertés, on parle d'un village, mais les conseils scolaires doivent offrir aux élèves atteints de TSA des programmes et des services d'éducation de l'enfance en difficulté, y compris, au besoin, des programmes d'enseignement à l'enfance en difficulté employant des approches fondées sur l'ACA. Alors, prenez quelques instants pour réfléchir aux personnes dans votre conseil et aux partenaires communautaires qui pourraient vous aider dans l'ACA et le soutien aux élèves atteints de TSA. Nous y reviendrons dans le 3e webinaire qui porte sur les partenariats. Vous pourriez tout de même commencer à penser aux personnes qui pourraient et devraient être présentes au moment de concevoir un programme pour un élève atteint de TSA. Alors, le personnel du conseil scolaire doit planifier la transition entre les activités et les cadres où évoluent des élèves atteints de TSA. Pour ce faire, vous, comme direction d'école, devez mettre en œuvre un leadership concerté et constituer une équipe interdisciplinaire chargée de faciliter cette transition. Madame José. Alors, les directions d'école ont la responsabilité d'orienter l'accompagnement des élèves atteints de TSA par divers moyens en travaillant avec les intervenants à la définition des objectifs de l'école et du système en matière de soutien apporté à tous les apprenants, y compris les élèves ayant des besoins particuliers en matière d'éducation. Elle doit veiller à ce que les objectifs d'apprentissage soient clairement communiqués et encourager le personnel à évaluer les progrès de chaque étudiant dans l'atteinte de ceux-ci.
Les directions d'école doivent avoir une vision claire lorsqu'elles prennent des décisions au sujet des programmes destinés aux élèves atteints de TSA. Elles doivent aussi participer au plan de transition qui englobe l'entrée à l'école, la transition entre les activités, les cadres et les classes, la transition d'une année à l'autre, d'une école à l'autre ou d'un organisme externe à l'école, la transition de l'élémentaire à l'école secondaire et la transition de l'école secondaire à un établissement postsecondaire vers le marché du travail. Alors, la méthode de l'approche collaborative interdisciplinaire, le but, c'est de conscientiser la situation de l'élève. Alors, c'est que tout le monde comprenne c'est quoi la situation présente de l'enfant. Alors, la direction devrait avoir ce leadership-là, de présenter ça à l'équipe, de demander aux bonnes personnes d'aider l'élève, qui va travailler, à quel moment, pourquoi, et surtout de définir une vision commune du problème. Il faut s'entendre, il faut parler le même langage, il faut parler des mêmes stratégies, il faut aussi parler de qui va faire les premières observations, par exemple. Après ça, qui analyse les données, comment on met ces stratégies-là en salle de classe, à quel moment, par qui, comment on va estomper tout ça. Alors ça, c'est important, c'est le but de l'approche collaborative et d'inclure les parents parce que les parents vont aussi nous fournir des informations à la maison qui vont nous permettre de voir si ça fonctionne ou pas. Et après ça, les étapes, c'est d'avoir vraiment une vision de la situation, de définir le problème, puis vraiment après ça, rentrer dans ce que j'appelle les procédures, c'est d'informer la direction de l'école de la situation. La direction devrait tout le temps être tenue au courant. C'est eux les leaders, on a besoin d'eux. C'est eux aussi qui doivent assurer la communication avec la maison et les membres de l'équipe. C'est eux aussi qui doivent aller observer en salle de classe pour voir comment ça fonctionne et d'avoir des réunions justement pour faire des suivis avec toute son équipe. Alors, pour moi qui travaille l'autorégulation déjà depuis plusieurs années, aux 4-8 semaines, je fais tout le temps des retours avec les parents et tous mes collègues en milieu scolaire pour voir où on en est rendu dans les objectifs, qu'est-ce qu'il faut changer, est-ce qu'il faut retourner faire des observations, est-ce qu'il faut appuyer l'enseignante. C'est important, il faut vraiment faire ça dans le modèle collaboratif. Et la façon de s'y prendre, c'est de ce que j'appelle tout le temps présenter le profil de l'élève. C'est vraiment de fournir toutes les données qu'on a sur cet enfant-là. Alors, s'il y a eu des évaluations, c'est d'avoir des évaluations. S'il y a eu des observations de fait, de prendre ça. Alors, c'est vraiment de regarder tout ce qui est observation directe versus observation indirecte. Indirect, c'est tout ce qui est rapport d'incident, tout ce qui est analyse des rapports d'évaluation, de prendre tout ce qui n'est pas directement en salle de classe pour évaluer. Et tout ce qui est direct, c'est qui a fait les observations, à quel moment et quels sont les résultats. La création, elle est conjointe dans ce mode de collaboration-là. Ça veut dire que tout le monde participe au profil de l'élève. Ça veut dire que le parent doit avoir une voix et il faut s'assurer aussi que quand on a un membre d'équipe, que les sources des données, il faut qu'il y ait une fiabilité. Ça veut dire la fiabilité, c'est ce qui est plus important pour moi. Ça veut dire quand tu observes, il faut au moins un minimum de 2 observateurs. Sinon, on risque de tomber dans la subjectivité. Et il faut aussi absolument prévenir ces gens-là quand ils vont observer. On ne veut pas redéfinir l'autisme dans cet enfant-là. C'est qu'on va aller observer comment il fonctionne. Alors, une bonne observation en salle de classe, elle a 3 niveaux. J'observe l'environnement, j'observe les enfants et j'observe la relation entre l'adulte et les enfants. Quand j'observe les enfants, je regarde l'enfant autiste et je le compare au reste des comportements du reste de la classe pour voir quel est l'écart pour que je puisse travailler par la suite avec l'enfant, les éducateurs et les enseignants. Et dans tout ça,
il faut absolument que la direction de l'école évalue la fiabilité de l'observation. Ça veut dire que vous devez choisir des observateurs qui ont développé ces compétences-là, qui sont en mesure d'aller observer, et pas pendant 3 semaines, 1 mois, parce que quand j'arrive dans des écoles, on me donne 1 mois d'observation, je ne peux pas faire grand-chose avec ça. C'est dans le fond, c'est d'avoir de bonnes observations claires et concises dès le départ pour pouvoir les analyser. Alors, la fiabilité, elle est super importante. Il faut, par la suite, choisir des objectifs. Alors, il faut que ce soit concret et précis, mesurable, à l'aide d'indicateurs de changement. Il faut que ça soit pertinent. Alors, c'est pas en allant sur Google, regarder ce qu'on fait par rapport à l'autisme, puis que tout d'un coup, on se dit, ben, j'ai un élève autiste qui ressemble à ça, je vais essayer ces stratégies-là. Toute stratégie découle des observations et de l'hypothèse que vous allez chercher par la suite et de vraiment cerner les objectifs à travailler. Il faut que ça soit atteignable par l'élève. Alors, il ne faut pas que ça soit dans le PEI pendant 3 ans. Il faut que vous ayez le personnel scolaire qualifié pour le faire. Il faut que les parents soient impliqués et aussi d'avoir des personnes par moment qui sont extérieures de l'école. Et il faut aussi que les ressources nécessaires soient disponibles, soit à l'école ou à l'extérieur. Pour bien travailler au niveau interdisciplinaire, il faut s'assurer de la faisabilité. Il faut s'assurer aussi qu'on peut atteindre ces objectifs-là et que ce n'est pas juste écrit dans un document et par la suite, c'est quand même les directions qui signent. Comme si je pense au PEI, j'ai vu des PEI où tout le monde a signé et c'est le même PEI pendant des années. Alors, dans la méthode d'ACA, dans ce qu'on charge des données, faire des changements, s'il n'y a pas de changement à court terme avec les stratégies mises en place, ça veut dire que ça ne fonctionne pas. Il y a quelque chose, il y a une étape qui a été manquée dans tout ça. Désolée. Alors, on parle de la méthode de l'approche collaborative. Alors, c'est important d'avoir une vision commune qui est acceptable pour l'élève, le parent et le personnel scolaire. Alors, on parle maintenant de travailler en équipe et l'importance des stratégies et aussi d'élaborer des interventions décidées en équipe et d'inviter les parents, les élèves, l'élève TSA s'il est capable de discuter à la table, le personnel de soutien et les partenaires communautaires à prendre place et à prendre part à ce processus. Il est important qu'en tant que direction d'organiser des rencontres, de communiquer régulièrement, et d'adopter des stratégies de résolution de conflits. Et nous allons voir ceci un peu plus en détail lors du 3e webinaire. Alors, des pratiques exemplaires. Alors, ce qu'on aimerait, c'est qu'on se rende vers cette approche interdisciplinaire. Alors, pourquoi recourir à cette approche? Parce qu'il y a un manque de fiabilité inter-observateur entre les parents et le personnel scolaire, parce que chaque observateur apporte sa propre contribution, souvent inaccessible aux autres observateurs, parce que certains comportements peuvent se manifester dans certains environnements, mais pas dans d'autres, ce qui explique aussi la différence entre les 2 groupes et ce qui rend très important l'aspect de la communication. Parce qu'il est probable que certains comportements ne soient pas observables dans certains contextes. À garder en tête, donc on revient au modèle iceberg qu'on a vu dans le premier webinaire. Alors, c'est maintenant que nous commençons à mesurer l'importance des équipes interdisciplinaires pour répondre aux besoins des élèves et que nous voyons l'approche collaborative et celle qui a la plus grande incidence sur l'apprentissage et le comportement. Le stade auquel les limitations fonctionnelles deviennent évidentes varie en fonction des caractéristiques de l'enfant qui présente un TSA et dépend de son environnement. Et de sensibiliser les participants à la difficulté de vivre avec une personne autiste vu le caractère envahissant du trouble.
toutes les sphères de sa vie sont touchées. Alors, c'est ceci qu'il faut tenir compte lorsqu'on intègre l'ACA au curriculum de l'élève et pour encore revenir à l'importance de ces rencontres interdisciplinaires où on a tous les collaborateurs à la table pour pouvoir vraiment offrir créer des buts qui sont atteignables pour nos élèves avec un TSA. Alors, nous espérons que ce webinaire vous a aidé à parfaire vos connaissances de la MPP 140 et à comprendre l'importance de l'ACA et du processus de transition. Nous savons que cette pratique évolutive n'est pas facile à acquérir, mais ce que nous voulons, c'est que vous puissiez déterminer où vous en êtes et quelle sera la prochaine étape dans la planification et la programmation pour les élèves qui présentent un TSA dans vos écoles. Les stratégies ont été présentées dans le contexte du travail chez les élèves ayant un TSA, mais vous savez qu'ils peuvent convenir à tous les élèves ayant des besoins particuliers, puisqu'elles sont universelles et qu'elles s'avèrent hautement efficaces. L'ACA est un ensemble de stratégies qui fonctionnent pour tous les élèves et dont on a démontré l'effet sur les comportements des élèves ayant un TSA, mais aussi les comportements problématiques de beaucoup d'autres élèves. Le recours à une équipe interdisciplinaire permet de définir les rôles et responsabilités de chaque membre de l'équipe et d'éviter les problèmes de communication. Une telle équipe assure que tout le monde travaille dans le même but et que l'élève demeure au centre de la prise de décision. En tant que directeur, c'est vous qui montrez la voie. Il vous faut accompagner, écouter le personnel et les élèves et défendre leurs intérêts pour créer un environnement collaboratif. Le personnel scolaire, les élèves et les parents doivent être écoutés. À titre de responsable, vous pouvez voir à ce que les besoins soient comblés et à ce que le personnel ait accès à de la formation et des ressources pour offrir les meilleurs programmes possibles aux élèves. Les parents sont également des atouts très précieux. Et en les intégrant aux discussions, il est possible d'aller chercher de l'information importante et de bâtir une relation de confiance. Alors, au nom de l'OPC, du CPCO et de la DFO, merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Nous espérons que vous avez aimé le webinaire et nous vous invitons à participer au troisième et dernier de la série. Au programme, comment les directions d'école et les directions adjointes peuvent apporter un meilleur soutien aux équipes collaboratives dans le but d'améliorer la planification des programmes et les résultats pour les élèves qui ont un TSA, en donnant plus de place aux élèves et en favorisant la participation des parents et des tuteurs.